C'est mon cadeau pour toi, sorcière infidèle. Les côtes étaient parfaites. C'est ce que je n'arrêtais pas de me répéter tandis que je regardais ma femme Nicole rire à quelque chose que mon cousin Derek lui avait murmuré à l'oreille. Week-end du 4 juillet dans la banlieue de Tulsa, et mon jardin fourmillait de proches venus de 3 États pour manger mon barbecue et faire comme si nous étions encore une famille heureuse. Oncle Travis, je peux utiliser l'iPad de maman? Caleb, 10 ans, tira sur ma chemise. Le fils de Jenna, la sœur de Nicole. Un gentil garçon, toujours poli. Demande d'abord à ta mère, dis-je, retournant la grille de côte avec ma pince. La sauce caramélisait à merveille sous la chaleur de l'Oklahoma. Nicole me fit signe de l'autre bout du jardin, où elle se tenait près de la glacière à bière avec Derek. C'est bon, chérie. Ne supprime rien, c'est tout. J'aurais dû faire attention à la façon dont Derek a serré la mâchoire quand elle a dit ça. J'aurais dû remarquer à quelle vitesse il a détourné le regard de l'iPad entre les mains de Caleb. Mais j'étais concentré sur la viande, m'assurant que tout était parfait pour ma famille. 20 minutes plus tard, Caleb arriva en courant du coin de la maison, le visage pâle et confus. Il tenait l'iPad comme s'il allait exploser. « Oncle Travis » murmura-t-il, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne d'autre ne pouvait entendre. « Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les photos de tante Nicole. » Mon cœur s'est arrêté. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon grand ?» J'essayais de trouver les jeux, mais j'ai ouvert le truc de l'appareil photo par accident. Il y a une vidéo. Sa voix s'éteignit. Je posai ma pince et essuyai mes mains sur mon tablier. Montre-moi. Nous marchâmes derrière l'abri de jardin, là où personne ne pouvait nous voir. Caleb me tendit l'iPad d'une main tremblante. La vidéo était en pause sur la première image, mais j'en avais déjà assez vu. Le visage de Nicole. Les mains de Derek dans ses cheveux. L'horodatage indiquait il y a 3 heures. J'appuyais sur lecture. Mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a manqué. La voix de Nicole s'échappa des haut-parleurs, haletante et désespérée. Elle était pressée contre l'établi de mon garage, la bouche de Derek sur son cou. Il faut être prudent, dit Derek, sa main glissant sous sa robe d'été. Travis va bientôt rentrer du magasin. Je m'en fiche maintenant, gémit elle. Je suis tellement fatigué de faire semblant. La vidéo durait 4 minutes. 4 minutes de ma femme et de mon cousin détruisant 20 ans de ma vie à l'endroit où je réparais mon camion et rangeais mes décorations de Noël. Quand elle se termina, je fixai simplement l'écran noir. Oncle Travis? La voix de Caleb semblait venir de très loin. Ça va? Je regardais à travers le jardin Nicole, qui servait maintenant de la salade de pommes de terre à mon père, Jean, récemment revenu de son dernier numéro de disparition. Elle portait la robe d'été jaune que je lui avais achetée pour son anniversaire, celle qui, selon elle, la faisait se sentir belle. Dans la vidéo, Derek l'avait remontée jusqu'à sa taille. Les côtes commençaient à carboniser sur le grill. Je pouvais sentir l'odeur du brûlé. Travis? La voix de Nicole, derrière moi, était chantante et joyeuse. Tout va bien ici, derrière? Je me retournai lentement, tenant toujours l'iPad. Elle se tenait là, souriante, le rouge à lèvres parfaitement appliqué, pas un cheveu de travers. Si je n'avais pas juste vu cette vidéo, je n'aurais jamais rien soupçonné. Je vérifie juste ce que fait Caleb, dis-je, d'une voix étonnamment calme. M'assurant qu'il ne faisait pas de bêtises. Elle rit. Ce rire éclatant qui me réchauffait autrefois la poitrine. Bon, reviens donc. Ton père raconte encore ses histoires de guerre. Et Derek menace de commencer un tournoi de fer à cheval. Je la regardai longuement, mémorisant son visage. La dernière fois que je la verrai ainsi avant que tout ne change. J'arrive, dis-je. Je dois juste sauver les côtes. Je grillais ces côtes comme si ma vie en dépendait. Les arrosant de sauce, les retournant toutes les quelques minutes, vérifiant la température avec mon thermomètre à viande. Normal. Tout devait paraître normal. Nicole était assise à la table de pique-nique entre Derek et mon père, riant à quelque chose que Derek avait dit à propos de sa dernière conquête à la salle de sport. Elle avait toujours été douée pour faire semblant. 20 ans de mariage, et je ne réalisais que maintenant à quel point elle l'était. Travis fait le meilleur barbecue des 3 comtés, annonça TL quand j'apportais les plateaux. N'est-ce pas, chérie? C'est ce que tu dis toujours, répondis-je, posant la viande devant Derek.
Il évita mon regard, soudainement très intéressé par sa bière. Mon père, Jean, me frappa sur l'épaule. Le gamin a du talent. Tu te souviens quand tu avais 2 ans et que tu brûlais ces hot dogs jusqu'à les transformer en charbon? Tout le monde rit, même moi. Le son me parut étrange dans la gorge. Je m'assis en face de Derek et coupa dans mes côtes. La viande était parfaite, tendre et fumée. Je mâchais lentement, le regardant se tortiller sur sa chaise. Il jetait constamment des coups d'œil à Nicole, de petits regards inquiets qu'elle faisait semblant de ne pas remarquer. Alors, Derek, dis-je, d'une voix décontractée comme un dimanche matin. Comment vont les affaires de coaching personnel? Il haussa les épaules, sans toujours me regarder. Bien, très bien. J'ai de nouveaux clients cette semaine. Quelqu'un que je connais? La fourchette de Nicole s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Le visage de Derek devint rouge. Juste quelques dames du country club, dit-il. Rien de spécial. Je parie qu'elles te tiennent bien occupée, dis-je. Toute cette attention individuelle. La table devint silencieuse. Jean regarda entre Derek et moi comme s'il sentait que quelque chose se préparait. Jenna essayait de faire manger son maïs à Caleb. Travis, dit Nicole, sa voix serrée d'avertissement. Qu'est-ce qui te prend? Je pris une autre bouchée de côte, savourant la saveur fumée. Rien du tout, ma chérie. Juste en train de discuter avec mon cousin. Derek rencontra enfin mon regard. Il y avait de la culpabilité et de la peur, mais aussi autre chose. De la provocation, comme s'il me défiait de dire quelque chose. Alors, je le fis. Je me levai rapidement, ma chaise raclant le patio en béton. Les yeux de Derek s'écarquillèrent, mais il n'eut pas le temps de réagir. Je saisis le devant de sa chemise et le tira sur ses pieds, en voyant son assiette s'écraser au sol. Travis, qu'est-ce que tu fous, commença-t-il, mais je le coupa court en le poussant en arrière contre la table de nourriture. De la salade de pommes de terre et des haricots au four s'envolèrent. Sale fils de sorcière, grognai-je, mon visage à quelques centimètres du sien. Tu me prends pour un idiot? Il tenta de me repousser, mais je travaillais dans la construction depuis 20 ans. J'avais 20 kilos et beaucoup plus de rage que lui. Nous tombâmes ensemble, roulant sur le patio pendant que tout le monde criait. Arrêtez, hurla Nicole. Arrêtez tous les deux. Derek réussit un coup chanceux, son poing s'écrasant sur ma mâchoire. Des étoiles explosèrent dans ma vision, mais je le retins, enfonçant mon genou dans ses côtes. Il grogna et tenta de rouler pour s'éloigner. Travis, tu es ivre, halta-t-il. Lâche-moi. Je n'ai pas bu une goutte de la journée, grognai-je, le clouant au sol avec mon avant-bras sur sa gorge. Mais j'ai vu des vidéos très intéressantes. Son visage devint blanc. Nicole fit un bruit étranglé derrière moi. Je suis enceinte, hurla-t-elle soudain. Je suis enceinte, et tu agis comme un animal. Ça me figea sur place. Je levai les yeux vers elle, mon bras toujours pressé contre la trachée de Derek. Elle se tenait là, les larmes coulant sur son visage, une main pressée sur son ventre. Les yeux de Derek s'écarquillèrent de choc. Enceinte, murmura-t-il. Je le lâchai et me levai lentement. Mes phalanges étaient écorchées et saignaient. La chemise de Derek était déchirée et il commençait à avoir un œil au beurre noir. Depuis combien de temps, demandai-je à Nicole. 8 semaines, dit-elle, sans rencontrer mon regard. Je regardai Derek, toujours étalé par terre, l'air stupéfait. Puis de nouveau Nicole. Félicitations, dis-je doucement. Je m'éloignai d'eux tous, passant devant Jean, qui tendait la main vers moi, passant devant Jenna, qui couvrait les yeux de Caleb. J'allai au garage et restai là, regardant mon établi, imaginant ce qui s'y était passé quelques heures auparavant. Derrière moi, j'entendais Nicole pleurer et Derek essayer de se justifier à quiconque voulait bien l'écouter. L'odeur de viande carbonisée flottait depuis le patio. Je sortis mon téléphone et appelai mon patron, Riley. Riley, c'est Travis. J'ai besoin de prendre du temps libre. Tout va bien, mec? Je regardais autour de mon garage les outils que j'avais si soigneusement rangés, la tache d'huile sur le béton que j'avais l'intention de nettoyer. Non, dis-je. Tout ne va pas bien. Le message de groupe commença à 6h47 le lendemain matin. Je dormais dans mon camion sur l'allée parce que Nicole m'avait enfermé dehors de ma propre maison. Jenna, quelqu'un peut-il expliquer ce qui s'est passé hier?
Rebecca, la mère de Nicole, Travis a eu une sorte de crise. La pauvre Nicole est hors d'elle. Jean, les garçons ont des problèmes. Toujours eu. Je fis défiler 17 messages avant d'en trouver un qui ne me peignait pas comme le méchant. Mon oncle Pet d'Amarillo. Pet, il y a peut-être plus à cette histoire. Travis n'est pas du genre à péter les plombs sans raison. Rebecca, il a attaqué Derek-san. Est-ce provocation devant un enfant? Nicole, je ne peux même pas le regarder en ce moment. Je me sens malade. J'éteignis mon téléphone et me dirigeai vers ma porte d'entrée. Ma clé ne fonctionnait pas. Elle avait changé les serrures pendant la nuit. Par la fenêtre, je pouvais voir ma tasse de café toujours sur le comptoir de la cuisine depuis samedi matin, à l'époque où je pensais encore avoir un mariage. À 10 heures, une voiture de police entra dans mon allée. L'officier Martinez en sortit, l'air désolé, mais officiel. Monsieur G, j'ai ici une ordonnance restrictive temporaire. Vous devez rester à au moins 100 mètres de votre femme et de cette propriété. Je pris les papiers, les mains légèrement tremblantes. C'est ma maison. Je paie l'hypothèque depuis 15 ans. Oui, monsieur. Je comprends. Mais pour l'instant, vous devez partir. Vous pouvez contacter un avocat pour les questions de propriété. Je le dépassai du regard vers ma maison, vers la fenêtre de la chambre où Nicole regardait probablement. Le rideau bougea. Puis-je récupérer quelques vêtements? Pas sans supervision et sans sa permission. Je ris, mais sans humour. Sa permission pour récupérer mes vêtements dans ma maison. Martinez parut mal à l'aise. Je suis désolé, monsieur. Je ne fais que suivre la loi. Je me rendis à un motel du côté sud de la ville, le genre d'endroit où l'on ne pose pas de questions et où la machine à glaçons est toujours en panne. 26$ la nuit, tarifs hebdomadaires disponibles. Je payais une semaine avec ma carte de débit et m'assis sur le lit qui sentait le désinfectant et les rêves brisés. Mon téléphone vibra. Une notification Facebook. Nicole avait posté une photo d'elle et Derek chez Romano S, un restaurant italien chic du centre-ville. Ils étaient assis côte à côte, son bras autour de ses épaules. La légende disait, nouveau départ #béni #nouveau début. 43 likes en 20 minutes, y compris un de mon propre père. Je fis une capture d'écran de la photo et la sauvegardai sur mon téléphone. Puis je me rendis à la bibliothèque et utilisai leur ordinateur pour chercher des avocats spécialisés dans le divorce. L'avocate Sarah Sick avait un bureau dans une maison victorienne convertie près du centre-ville. Sa réceptionniste, une femme sévère d'une 60aine d'années, me regarda de haut en bas comme si elle décidait si je pouvais me permettre les honoraires de consultation. Monsieur G, Madame Sick va vous recevoir maintenant. Sarah Sick était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être au milieu de la quarantaine, avec des yeux vifs et une poignée de main qui pouvait casser des noix. Son bureau était tout en bois sombre et en livre de droit, le genre d'endroit où l'on traite des affaires sérieuses. Racontez-moi ce qui s'est passé, dit-elle après que je me fus installé dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. Je lui racontai tout. La vidéo, la bagarre, l'ordonnance restrictive, le post Facebook. Elle prit des notes sur un bloc-notes juridique jaune, son expression ne changeant jamais. « Avez-vous toujours la vidéo » demanda-t-elle quand j'eus terminé. « Sur l'iPad, mais il est dans la maison, et je ne peux pas y accéder. » « Nous allons le faire subpéna. »« Qu'en est-il de l'enfant qu'elle prétend porter ?»« 8 semaines, a-t-elle dit. »« Nous n'avons pas eu de relation intime depuis environ 3 mois. » Sick prit une autre note. « Je devrais vous demander de faire un test de paternité une fois que l'enfant sera né. En attendant, nous déposons une demande de divorce pour adultère et aliénation d'affection. L'Oklahoma est toujours un État à faute, ce qui joue en notre faveur. Combien de temps cela prendra-t-il ? Cela dépendra de son désir de se battre. Mais avec des preuves photographiques et l'ordonnance restrictive qu'elle a déposée de mauvaise foi, nous avons un dossier solide. Elle a surestimé ses cartes. Je quittai son bureau en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis samedi. L'espoir. Cette nuit-là, je passais devant ma maison après minuit. Le camion de Derek était dans mon allée. L'appartement au-dessus de l'atelier de Mike n'était pas grand-chose. Une pièce, une kitchenette, une salle de bain avec une douche qui fonctionnait à peine. Mais c'était bon marché, disponible immédiatement, et Mike ne se souciait pas des vérifications de crédit ou des références. « Tu as l'air d'un homme qui a vécu des merdes », dit-il en me tendant les clés. « Le loyer est dû le premier. Ne brûle pas l'endroit.
Mon nouveau voisin était un ex-marine nommé Mason, au milieu de la quarantaine, les tempes grisonnantes, avec le genre de présence calme qui vient du fait d'avoir vu le pire que le monde a à offrir et d'y avoir survécu. Il m'aida à monter mes quelques affaires par l'escalier étroit. « Femme » demanda-t-il, non pas par curiosité, mais parce qu'il reconnaissait les signes. Bientôt ex-femme. Des enfants? Aucun qui soit. T'es le mien, apparemment. Il hocha la tête comme si cela expliquait tout. Tu as faim? J'ai des restes de chili. Nous nous assîmes dans son appartement, qui était identique au mien, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ressemblait à un foyer. Des photos sur les murs, des livres sur les étagères, une guitare dans le coin. Depuis combien de temps es-tu sorti? Demandai-je. 8 ans. J'ai fait 2 missions en Afghanistan. Je suis rentré pour découvrir que ma femme avait vidé notre compte bancaire et déménagé à Phoenix avec son professeur de yoga. Que as-tu fait? Mason but une gorgée de sa bière et sourit, mais ce n'était pas un sourire agréable. J'ai fait preuve de créativité. Au cours de la semaine suivante, Mason devint mon mentor improbable dans l'art de la vengeance contrôlée. Il m'enseigna la surveillance, la patience, la différence entre la justice et la vengeance. La clé, dit-il alors que nous installions une petite caméra sur le parking en face de la salle de sport de Derek, est de ne jamais rien faire d'illégal. Tu ne fais que faciliter leur chute. La caméra était activée par le mouvement et téléchargeait les images sur un serveur cloud. Complètement légale puisqu'elle était pointée sur un parking public. Si elle venait à capturer les allées et venues de Derek, eh bien, ce n'était qu'un effet secondaire. Et maintenant? Demandai-je. Maintenant, on regarde et on attend. Les gens comme ton cousin te donnent toujours ce dont tu as besoin. Il faut juste être assez patient pour le collecter. Je commençais à consulter une thérapeute nommée Dr Patricia Wells. Non pas parce que je voulais guérir, mais parce que je voulais comprendre. Comment avais-je pu rater les signes? Depuis combien de temps cela durait-il? Et surtout, comment pouvais-je utiliser cette connaissance? Parlez-moi de votre mariage, dit le docteur Wells lors de notre première séance. Ma femme est enceinte du bébé de mon cousin et a convaincu la moitié de ma famille que je suis un ivrogne violent, dis-je. Qu'en dites-vous comme phrase d'accroche? Elle ne broncha pas, comment cela vous fait-il vous sentir? Comme si je voulais brûler le monde. C'est une réaction normale à la trahison, mais que ferez-vous de ces sentiments? Je souris. Quelque chose de productif. Les images de surveillance de la salle de sport de Derek étaient plus révélatrices que je ne l'avais espéré. Il ne voyait pas seulement Nicole. Il y avait une blonde en BMW rouge qui se montrait 2 fois par semaine, une brune en pantalon de yoga qui restait toujours tard, et au moins 3 autres habitués qui semblaient bénéficier de séances d'entraînement très personnelles. Derek était un coureur de jupons, et les coureurs de jupons laissent toujours des preuves. Je passais mes soirées à la bibliothèque, recherchant tout ce que je pouvais sur lui. Publications sur les réseaux sociaux, dossiers d'affaires, même d'anciennes entrées d'annuaires de lycée. J'appris qu'il avait été licencié de 2 précédents emplois en salle de sport pour conduite inappropriée avec des clients. J'appris qu'il devait 12 000 $ d'impôts impayés. J'appris que sa certification d'entraîneur personnel avait expiré 6 mois auparavant. Tout cela légal. Tout cela du domaine public. Tout cela utile. Une nuit, je le suivis jusqu'au Fairfield Inn, à l'est de la ville. Il rencontra la blonde à la BMW rouge sur le parking. Ils allèrent à la chambre 237. Je restai dans mon camion avec un appareil photo à longue focale que Mason m'avait prêté et documenté tout. 2 heures plus tard, ils sortirent ensemble. Elle l'embrassa pour lui dire au revoir et il lui attrapa les fesses comme si elle lui appartenait. Elle rit et monta dans sa BMW. Je la suivis jusqu'à une belle banlieue du sud de Tulsa. La boîte aux lettres indiquait Stevens. Je notai l'adresse. Le lendemain matin, je consultai les registres de propriété. James et Michelle Stevens, mariés depuis 16 ans, 2 enfants. Je trouvai le profil LinkedIn de James. Il était directeur régional pour une entreprise pharmaceutique. Il voyageait beaucoup pour le travail. Je n'avais pas l'intention d'utiliser l'information. Pas encore. Mais c'était bien de savoir qu'elle était là, comme de l'argent à la banque. Installer le traceur GPS sous le camion de Derek fut plus facile que prévu. Mason m'avait montré comment utiliser un étui magnétique qui collerait au-dessous du châssis, invisible à moins de savoir où chercher. De qualité militaire,
dit-il en me tendant le petit appareil noir. La batterie dure 6 mois. Mise à jour toutes les 10 minutes. Mais ne te fais pas prendre. J'attendis 3 heures du matin un mardi soir, quand Derek dormirait profondément dans mon lit avec ma femme. La pensée me serra la mâchoire, mais je refoulai la colère. La colère rendait négligent, et je ne pouvais pas me permettre de l'être. Son Dodge Ram surélevé était garé dans mon allée comme s'il était chez lui. Je me glis. SSC sous l'arrière, trouver un bon endroit sur le carter de différentiel, et attacher le traceur. 30 secondes, entrée et sortie. Le lendemain, je suivis les mouvements de Derek sur mon ordinateur portable comme un faucon étudiant sa proie. Travail, salle de sport, déjeuner au Subway, retour au travail, dîner chez moi. Une routine prévisible qui rendrait la surveillance facile. Mais jeudi, les choses devinrent intéressantes. À 14h17, Derek quitta la salle de sport et se rendit au Marriott du centre-ville. Il y resta exactement 93 minutes, puis se rendit à un bâtiment médical à Brookside. Je vérifiai l'adresse avec l'annuaire de l'immeuble, Dr Amanda Harrison, OBGYN. Donc, il gardait le bébé. Une partie de moi avait espéré que Nicole reprendrait ses esprits, mais apparemment, ses sens étaient aussi corrompus que tout le reste chez elle. Vendredi après-midi, Derek rompit sa routine. Au lieu de rentrer directement chez lui après le travail, il fit un détour par un magasin d'alcool, puis se rendit dans un quartier résidentiel que je ne reconnaissais pas. Le traceur le montra garé sur Maple Street pendant 4 heures. Je décidai d'aller y jeter un coup d'œil. La maison était un modeste ranch avec un jardin bien entretenu et une Honda Civic dans l'allée. Par la fenêtre du salon, je pouvais voir Derek sur un canapé avec une rousse que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était jeune, peut-être au milieu de la vingtaine, et elle était assise sur ses genoux tandis qu'il lui donnait du vin de son verre. Nicole pensait être la seule. Nicole était une idiote. J'étais en train de les photographier à travers la fenêtre quand la tête de Derek se tourna brusquement vers la porte d'entrée. Il dit quelque chose à la rousse, qui s'éloigna rapidement de lui. Quelques secondes plus tard, il sortait par la porte d'entrée, regardant autour de lui avec suspicion. Je me cachai derrière la haie d'un voisin, mais il était trop tard. Il avait vu mon camion. Et, cria-t-il, courant vers moi. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je courus, non pas parce que j'avais peur de Derek, mais parce qu'être arrêté pour harcèlement ruinerait tout ce pour quoi j'avais travaillé. J'atteignis mon camion et démarrai le moteur juste au moment où il arrivait dans la rue. « Travis, espèce de malade, hurla-t-il, frappant ma ridelle alors que je partais. « J'appelle les flics. » Je roulai directement vers le quartier industriel du nord de la ville. Un labyrinthe d'entrepôts et d'usines de fabrication que je connaissais mieux que Derek. S'il voulait me chasser, je lui donnerais une chasse. Ses phares apparurent dans mon rétroviseur environ 2 miles plus tard. Le Ram surélevé avait plus de puissance que mon camion, mais j'avais 20 ans de conduite dans ces rues. Je pris un virage serré à droite dans le parking de l'usine Alcoa, puis un autre virage à droite entre 2 bâtiments. Derek me suivit, ses pneus crissant sur l'asphalte. Je pouvais voir son visage dans mon rétroviseur latéral, tordu par la rage et l'adrénaline. Je l'entraînai plus profondément dans le complexe industriel, à travers des allées étroites entre des citernes de stockage et des systèmes de convoyage. Finalement, je tirai brusquement le volant à gauche et garai mon camion derrière une rangée de bennes à ordures, coupai le moteur et sautai dehors. Le camion de Derek rugit devant ma cachette, son moteur résonnant sur les bâtiments métalliques. Je me glissai entre 2 bennes et le regardai encercler la zone comme un prédateur frustré. « Sors, lâche !» cria-t-il, sa voix portant sur le terrain vide. « Affronte-moi comme un homme. » Je restai caché, contrôlant ma respiration comme Mason m'avait appris. Derek passa 20 minutes à chercher, devenant de plus en plus frustré. Finalement, il abandonna et partit, ses pneus projetant du gravier. Quand je fus sûr qu'il était parti, je retournai à mon camion. Il y avait une note sous l'essuie-glace, écrite de la main brouillonne de Derek. « La prochaine fois que je te vois, tu es mort, cousin. » Je pliai soigneusement la note et la mis dans mon portefeuille. Preuve pour plus tard. Cette nuit-là, j'appelai Mason et lui racontai ce qui s'était passé. « Il est désespéré, » dit Mason. « C'est bon. Les gens désespérés font des erreurs. » Quel genre d'erreur? Celles qui les achèvent. La baby shower de Nicole était prévue pour dimanche après-midi chez sa mère à Brookside. Je n'étais pas invité, évidemment, mais les ordonnances restrictives sont des choses amusantes.
Elles vous tiennent éloigné de personnes et de lieux spécifiques, mais elles ne vous empêchent pas de conduire sur les routes publiques. La maison de Rebecca était située sur un terrain d'angle avec une allée circulaire et suffisamment de places de stationnement pour 20 voitures. J'ai compté 18 véhicules quand je suis arrivé à 14h30, y compris le camion de Derek garé juste à côté de la Camry de Nicole, comme s'ils étaient déjà mariés. Je restais dans mon camion pendant 10 minutes, observant par les fenêtres du salon. Nicole ouvrait des cadeaux, entourée de femmes qui me connaissaient depuis des années, mais qui n'avaient apparemment aucun problème à célébrer la grossesse de ma femme avec le bébé d'un autre homme. L'enveloppe sur mon siège passager contenait les résultats ADN que j'avais obtenus par des voies moins qu'officielles. Un ami de Mason, qui travaillait dans un laboratoire privé, avait accepté de faire les tests sur des échantillons que j'avais prélevés dans le casier de gym de Derek et sur la brosse à cheveux de Nicole. Les résultats étaient exactement ce à quoi je m'attendais, mais les voir en noir et blanc me frappa tout de même comme un coup de poing dans l'estomac. Je sortis de mon camion et montai les marches. À travers le panneau de verre de la porte, je pouvais voir dans le salon où Nicole était assise sur une chaise décorée de rubans roses et blancs. Elle riait à quelque chose que Jenna avait dit, une main posée sur sa bosse à peine visible. Je sonnai. Le bavardage à l'intérieur s'arrêta immédiatement. J'entendis quelqu'un murmurer « Oh mon Dieu, c'est Travis ». Rebecca ouvrit la porte, son visage déjà marqué par la désapprobation. « Travis, tu n'es pas censé être ici. L'ordonnance restrictive ne s'applique pas à votre maison, Rebecca. Puis-je entrer ? Absolument pas. Nicole ne veut pas te voir. Je pense qu'elle voudra voir ce que j'ai à lui montrer. » Nicole apparut derrière sa mère, vêtue d'une robe de maternité jaune pâle qui la faisait paraître plus jeune et plus innocente qu'elle n'en avait le droit. « Qu'est-ce que tu veux, Travis » demanda-t-elle, sa voix calme, mais ses yeux effrayés. Je brandis l'enveloppe. Je voulais juste déposer un cadeau pour bébé. J'appelle la police, dit Rebecca, tendant la main vers son téléphone. Vas-y, dis-je, la dépassant pour entrer dans le salon. 23 femmes me regardèrent comme si j'étais un animal sauvage qui s'était égaré dans leur goûter. Derek se leva de sa place sur le canapé, le visage rouge de colère et d'embarras. Tu dois partir, dit-il. Maintenant. Je partirai, dis-je, déboutonnant ma veste. Juste après avoir livré ceci. Je sortis l'enveloppe et la brandis pour que tout le monde puisse la voir. L'adresse de l'expéditeur indiquait clairement le nom du laboratoire de tests génétiques. Selon ces résultats ADN, dis-je, ma voix portant dans tous les coins de la pièce. Le bébé que Nicole porte n'est pas le mien. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Nicole devint blanc, et elle serra les accoudoirs de sa chaise comme si elle allait tomber. C'est impossible, murmura-t-elle. Est-ce le cas ? J'ouvris l'enveloppe et en sortis le rapport de laboratoire. Probabilité de paternité, 0%. Voulez-vous que je lise les détails ? Rebecca s'avança, le visage tordu de rage. Comment oses-tu ? Sa main frappa ma joue dans une gifle qui résonna dans la pièce. Ma tête se tourna de côté, mais je ne bougeai pas autrement. Ça va mieux, demandai-je. Derek se dirigea vers moi, mais j'étais prêt cette fois. Je saisis la table la plus proche, une pièce décorative couverte de sacs cadeaux, et la poussai dans sa direction. Il trébucha en arrière, les cadeaux s'éparpillant sur le sol. Reste à l'écart, le prévins-je. Tu as déjà causé assez de problèmes. Je me tournai vers Nicole, qui pleurait silencieusement, le mascara coulant sur ses joues. 20 ans, dis-je doucement. 20 ans que je t'ai aimé. Je serais mort pour toi. Travis, s'il te plaît. J'aurais élevé ce bébé. Je me serais convaincu que c'était le mien parce que je t'aimais à ce point. Je laissai tomber les résultats ADN sur le sol à ses pieds. Mais tu n'as même pas pu me donner ce choix, n'est-ce pas ? Tu devais me frotter le nez dedans. Tu devais faire de moi le méchant. Les sirènes se rapprochaient. Quelqu'un avait appelé la police après tout. Vous voulez savoir le plus drôle, dis-je, regardant autour de la pièce tous les visages choqués. Ce n'est même pas la première fois qu'il fait ça. Derek t'a trompé avec au moins 4 autres femmes depuis que cela a commencé. Pensais-tu que tu étais spécial ? Nicole fit un son comme un animal blessé. Le visage de Derek passa du rouge au pâle. C'est un mensonge, dit-il. Je sortis mon téléphone et leur montrai l'une des photos que j'avais prises au Fairfield Inn. Derek et la blonde s'embrassant sur le parking. Mardi soir, dis-je.
Chambre 237. Dois-je leur montrer les autres? Je me dirigeais vers la porte alors que les voitures de police entraient dans l'allée. En passant devant Derek, je me penchais assez près pour que lui seul puisse m'entendre. Il est temps de finir de cuisiner, murmurai-je. La carrière de Nicole en relations publiques avait été sa fierté et sa joie bien avant qu'elle ne me rencontre. Elle avait commencé comme assistante dans une petite entreprise et avait ravi les échelons jusqu'à devenir directrice de compte senior chez Hartwell & Associates, l'une des sociétés de relations publiques les plus prestigieuses de Tulsa. Elle était douée, aussi. Elle avait un talent naturel pour raconter des histoires, pour faire paraître les gens meilleurs qu'ils ne l'étaient vraiment. Je plaisantais en disant qu'elle pouvait faire passer Ted Bundy pour un professeur d'école du dimanche. Lundi matin, elle devait présenter une proposition de campagne à Riverside Development, un client majeur cherchant à refondre son complexe d'appartements de luxe. C'était une grande opportunité, le genre qui pouvait faire sa carrière. Je le savais parce que Derek avait été assez stupide pour en parler sur Instagram. Tellement fier de ma fille qui décroche cette énorme présentation. #couple puissant #succès. La lettre d'amour que j'avais trouvée dans le casier de gym de Derek était manuscrite sur le papier à en-tête personnel de Nicole. Le papier cher avec son nom embossé en haut. 3 pages de détails intimes sur leur relation, y compris des références spécifiques à leur plan de quitter Tulsa après la naissance du bébé. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble à Austin, avait-elle écrit. Juste toi, moi et notre petit. Travis ne nous trouvera jamais là-bas. Elle avait signé, à toi pour toujours, avec un baiser de rouge à lèvres sous sa signature. J'en ai fait des copies, beaucoup de copies. L'enregistrement audio était encore meilleur. Derek avait l'habitude de laisser des messages vocaux quand Nicole ne répondait pas à son téléphone, et elle avait l'habitude de les sauvegarder. Je les avais trouvés sur l'iPad avant qu'ils ne soient verrouillés dans la maison. 27 messages, certains romantiques, certains sexuels, tous complètement accablants. Mon préféré datait d'il y a 3 semaines. Bébé, je sais que tu te sens coupable à propos de Travis, mais il te retient. Tu es trop bien pour lui, trop intelligente, trop belle. Quand nous déménagerons à Austin, tu verras à quel point la vie peut être meilleure sans tout ce bagage de petite ville. J'ai passé la nuit de dimanche à créer des comptes de messagerie anonymes et à télécharger les fichiers sur plusieurs serveurs cloud. Lundi matin à 9 h, exactement 30 minutes avant le début prévu de la présentation de Nicole, j'ai envoyé tout cela à toute l'équipe de direction de Hartwell & Associates. L'objet du courriel était « Référence de caractère pour Nicole Galt, gestionnaire de compte ». J'ai également envoyé des copies au cadre de Riverside Development, à la mère de Nicole, Rebecca, et à toutes les personnes figurant sur sa liste d'amis Facebook. Puis je me suis assis dans mon camion devant le bâtiment Hartwell et j'ai attendu. La Camry argentée de Nicole entra dans le parking souterrain à 9 h 20. Elle était en retard, probablement parce qu'elle avait passé plus de temps sur ses cheveux et son maquillage pour la grande présentation. Le camion de Derek l'a suivi, ce qui me surprit. Peut-être prévoyait-il de fêter ça après. À 9 h 47, les gens commencèrent à sortir du bâtiment. D'abord une personne, puis 3, puis une petite foule se rassemblant sur le trottoir. Tout le monde avait son téléphone. Derek sortit à 9 h 52, se déplaçant rapidement, la tête baissée. Son visage était rouge, et il ne cessait de regarder le bâtiment comme si quelque chose le poursuivait. Nicole sortit 5 minutes plus tard, marchant comme dans un état second. Ses cheveux soigneusement coiffés étaient ébouriffés et elle portait ses documents de présentation en un paquelage contre sa poitrine. Quand elle atteignit sa voiture, elle resta là un instant, regardant le vide. Puis elle jeta sa mallette aussi fort qu'elle put contre le mur de béton. Des papiers s'éparpillèrent partout, attrapant le vent et soufflant dans le parking souterrain comme des confettis géants. Ce soir-là, l'histoire fut relayée par les informations locales. Une éminente responsable des relations publiques de Tulsa a été licenciée après que des enregistrements audio explicites et des correspondances privées aient été rendus publics lors d'une présentation client. L'animateur a rapporté, Nicole Galt, 36 ans, a été renvoyée de Hartwell & Associates après ce que les responsables de l'entreprise ont qualifié de conduite incompatible avec nos normes professionnelles. Ils n'ont pas utilisé le nom de Derek, mais ils n'en avaient pas besoin. L'histoire contenait suffisamment de détails pour que toute personne importante sache exactement qui était l'entraîneur personnel masculin non nommé. Mon téléphone sonna à 23 h 30. Le numéro de Nicole. « Tu m'as détruite », dit-elle sans préambule. Sa voix était vide, comme si toute combativité l'avait quittée.
Tu t'es détruite toi-même, répondis-je. Je me suis juste assuré que les gens puissent le voir. C'était ma carrière, Travis. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Oui, eh bien, c'était mon mariage. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Elle resta silencieuse un long moment. En arrière-plan, j'entendis Derek dire quelque chose, mais je ne distinguais pas les mots. Nous quittons la ville, dit-elle finalement. Bien. Ne laisse pas la porte te frapper en sortant. Le bébé n'est pas le tien. Nous l'avons établi. Un autre long silence. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, dit-elle. Si, tu l'as voulu. Tu n'as juste pas cru que tu te ferais prendre. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Dehors, par ma fenêtre, le néon du bureau du motel clignotait en rouge et bleu sur le parking. Ce n'était pas une vue formidable, mais c'était honnête. Plus honnête que tout ce que j'avais eu depuis des années. L'avocate Sarah Sick m'appela mardi matin avec une nouvelle qui me fit sourire pour la première fois depuis des semaines. L'ordonnance restrictive a été annulée, dit-elle. Il s'avère que les allégations de violence domestique de votre femme ont été quelque peu sapées par son scandale d'adultère très public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez rentrer chez vous, Travis. Le juge a statué qu'elle avait déposé une ordonnance restrictive de mauvaise foi pour obtenir un avantage dans la procédure de divorce. Elle a 48 heures pour retirer ses biens du domicile conjugal. Je me suis rendu à ma maison, pour la première fois en 3 semaines. La clé ne fonctionnait toujours pas. Elle ne m'avait jamais donné la nouvelle. Mais un serrurier s'est occupé de ce problème en 20 minutes. À l'intérieur, tout semblait exactement pareil, mais ressentait complètement différent. Nos photos de mariage étaient toujours sur la cheminée, mais quelqu'un les avait retournées. La table de cuisine où nous avions pris le petit déjeuner ensemble pendant 15 ans ressemblait à un accessoire de la vie de quelqu'un d'autre. Les affaires de Derek étaient partout. Sa poudre de protéines sur le comptoir de la cuisine, ses vêtements de sport dans le panier à linge, son déodorant dans notre armoire de salle de bain. J'ai tout ramassé et mis dans des sacs poubelles sur le porche d'entrée. Ensuite, j'ai appelé un service de nettoyage pour qu'il nettoie chaque surface de la maison. L'audience du tribunal était prévue pour jeudi matin. Nicole s'est présentée avec un avocat qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Derek est venu aussi, portant un costume mal ajusté qui le faisait ressembler à un enfant jouant à se déguiser. Votre honneur, commença l'avocat de Nicole. Ma cliente admet que son mariage a été difficile, mais elle conteste les allégations de fraude et d'abandon. Monsieur Patterson, l'interrompit le juge Williams. Avez-vous examiné les preuves soumises par le demandeur? Patterson feuilleta ses papiers. Oui, votre honneur. Mais les photographies, les conversations enregistrées, la correspondance écrite, votre honneur, la vie personnelle de ma cliente, bien que peut-être pas idéale, ne constituent pas de motifs légaux pour... Le juge Williams leva une main. Monsieur Patterson, votre cliente a déposé un faux rapport de violence domestique, a obtenu une ordonnance restrictive sous de faux prétextes, a changé les serrures du domicile conjugal pour en exclure son mari, et cohabite avec un autre homme alors qu'elle est enceinte de son enfant. Elle a systématiquement tenté de frauder cette cour et son mari. Je fais droit à la requête du demandeur pour la possession immédiate du domicile conjugal et de tous les biens qui s'y trouvent. Nicole commença à pleurer. Derek tendit la main vers elle, mais elle se retira. De plus, continua le juge, j'ordonne des tests génétiques une fois que l'enfant sera né. Si Monsieur Galt n'est pas le père biologique, Madame G sera responsable de tous les frais de justice et frais de cour. Votre honneur, Patterson essaya de nouveau. Ma cliente est enceinte et n'a nulle part où aller. Votre cliente aurait dû y penser avant de commettre l'adultère et le parjure, dit froidement le juge Williams. Ce tribunal n'a pas pour mission de faciliter la fraude. Monsieur Galt, vous avez la possession immédiate de votre maison. Madame Galt, vous avez jusqu'à vendredi 18h pour récupérer vos effets personnels. À l'extérieur du palais de justice, Derek me rattrapa sur le parking. Ce n'est pas fini, dit-il, essayant d'avoir l'air menaçant dans son costume emprunté. Si, ça l'est, répondis-je. Tu ne l'as juste pas encore compris. Nicole a besoin de moi. Nous allons avoir un bébé. Nicole a besoin de quelqu'un qui peut payer pour ce bébé. La dernière fois que j'ai vérifié, les entraîneurs personnels au chômage avec des certifications expirées ne gagnent pas beaucoup d'argent. Son visage devint rouge. Je trouverai quelque chose. Bonne chance avec ça.
Ta réputation dans cette ville est à peu près fichue. Je commençais à m'éloigner, mais il me saisit le bras. Elle m'aime, dit-il désespérément. Pas. Toi. Moi? Je regardais sa main sur mon bras, puis son visage. Derek, dis-je doucement. C'est une menteuse et une tricheuse qui a détruit un mariage de 20 ans pour quelques minutes de plaisir dans mon garage. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne te fera pas la même chose? Il lâcha mon bras comme s'il l'avait brûlé. Sur les marches du palais de justice derrière nous, je pouvais voir Nicole pleurer dans son téléphone, probablement en train d'appeler sa mère. Elle avait l'air petite et perdue, rien à voir avec la femme confiante qui m'avait humilié devant toute ma famille. Pendant un instant, j'eus presque pitié d'elle. Presque. Le licenciement de Derek d'Elite Fitness arriva 3 jours après l'audience au tribunal. Le propriétaire de la salle de sport, Marcus Webb, m'appela personnellement pour me le faire savoir. Travis, je voulais que tu l'apprennes de ma part. Je devais laisser partir Derek. Toute cette situation est devenue une trop grande distraction pour nos clients. J'apprécie l'appel, Marcus. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Derek semblait être un bon gamin, mais apparemment, je me suis trompé sur son caractère. Derek tenta de sauver sa carrière en lançant une chaîne YouTube intitulée Vérité et Fitness. Sa première vidéo, intitulée Ma version de l'histoire, a obtenu 347 vues et 23 commentaires, la plupart de personnes qui le connaissaient personnellement et n'étaient pas impressionnées par son explication. Frère, tu as couché avec la femme de ton cousin alors qu'elle était mariée, lisez un commentaire. Il n'y a pas de ta version à ça. Sa deuxième vidéo, une routine d'entraînement filmée dans son appartement exigu, a obtenu 89 vues. Sa troisième vidéo, où il a tenté d'expliquer les malentendus concernant son statut de certification, a obtenu 34 vues et a finalement été retirée. Je n'ai rien eu à faire pour que la carrière YouTube de Derek échoue. Il y est parvenu tout seul. Mais j'ai envoyé le lien à quelques influenceurs fitness que j'avais trouvés en ligne, ainsi que des copies des photos montrant les diverses liaisons de Derek. Ils les ont partagées avec leurs audiences comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans l'industrie du fitness. En une semaine, la chaîne de Derek était devenue un mème. Des captures d'écran de ses explications désespérées étaient partagées sur les forums de fitness avec des légendes telles que « Quand tu essaies d'expliquer pourquoi tromper avec la femme de ton cousin était en fait une bonne décision commerciale. » Pendant ce temps, je me reconstruisais. J'ai pris une semaine de congé pour rénover ma maison, en supprimant toute trace de la présence de Nicole et Derek. Nouvelle peinture dans la chambre, nouveaux draps, nouveaux meubles dans le salon. J'ai même remplacé l'établi dans le garage, bien que j'ai gardé l'ancien en stockage, preuve pour la procédure de divorce. Le jardin nécessitait une attention particulière. J'ai arraché les parterres de fleurs que Nicole avait plantés, ce qu'elle avait entretenu tout en planifiant son aventure. J'ai construit une nouvelle terrasse autour de l'espace grill, agrandi le patio et installé un éclairage extérieur adéquat. Quand j'ai eu fini, cela ressemblait à un espace complètement différent. Propre, masculin, le mien. Jean est passé un samedi après-midi pendant que je testais la nouvelle installation du grill. Il se tenait dans l'embrasure de la porte menant au jardin, examinant les changements. « Ça a l'air bien, mon fils, dit-il. »« Très bien. » Nous ne nous étions pas parlé depuis le désastre du 4 juillet, mais il n'en a pas fait mention. Jean avait toujours été meilleur pour arriver en retard que pour expliquer où il était allé. Une bière, offris-je. Je ne dis pas non. Nous nous tenions sur la nouvelle terrasse, buvant de la Budweiser et regardant le soleil se coucher sur la banlieue de Tulsa. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis quelque chose approchant la paix. Tu sais, dit Jean après un moment, je n'ai jamais vraiment aimé ce garçon. Tu aurais pu me tromper. Vous aviez l'air de bien vous entendre au barbecue. Parfois, il faut laisser les gens se pendre avec leurs propres cordes. Donne-leur assez de temps, ils te montreront toujours qui ils sont vraiment. C'est ta version des excuses. Jean finit sa bière et posa la bouteille vide sur le rebord de la terrasse. Je ne suis pas doué pour les excuses, Travis, mais je suis fier de la façon dont tu as géré ça. Ça aurait pu prendre bien des tournures. Ce n'est pas encore fini. Non, acquiesça-t-il. Mais tu es en train de gagner. Cette nuit-là, Nicole m'appela d'un numéro inconnu. J'ai besoin de récupérer le reste de mes affaires, dit-elle sans préambule. L'ordonnance du tribunal disait que tu avais jusqu'à vendredi 18h. C'était il y a 3 jours. S'il te plaît, Travis,
je n'ai nulle part où les mettre. Tu aurais dû y penser avant de décider de jouer à la maison avec mon cousin. Il est parti, dit-elle doucement. Je suspendis ma bière à mi-chemin de mes lèvres. Quoi? Derek est parti hier. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour y voir clair. Je ris, mais sans humour. Laisse-moi deviner. La réalité de devoir subvenir aux besoins d'une femme enceinte au chômage n'était pas aussi attrayante qu'il le pensait. Ne fais pas ça, dit-elle, sa voix se brisant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Où loges-tu? Chez ma mère. Mais elle n'est pas contente de moi en ce moment. Je pouvais imaginer. Rebecca avait bâti toute son identité sur le fait d'être la mère d'une fille réussie et respectable. Avoir Nicole de retour à la maison, enceinte et au chômage, ne faisait probablement pas partie de ses plans de retraite. Je vais emballer tes affaires et les laisser sur le porche, dis-je. Tu pourras les récupérer demain. Travis. Quoi? Nicole, tu me détestes? J'ai considéré la question sérieusement. La détestais-je? Cette femme qui avait partagé mon lit pendant 20 ans, qui avait ri à mes blagues et tenu ma main lors de l'enterrement de ma mère, qui avait détruit tout ce qui était bon entre nous pour quelques instants d'excitation avec mon cousin. Non, dis-je finalement. Je ne te déteste pas, mais je ne t'aime plus non plus. Et c'est pire, n'est-ce pas? Elle raccrocha sans répondre. 3 semaines plus tard, je décidai d'organiser un autre barbecue. Non pas parce que j'avais pardonné à quiconque, et certainement pas parce que je voulais une réconciliation, mais parce que je voulais voir comment l'histoire se terminait. J'ai envoyé des invitations aux mêmes personnes qui avaient été présentes lors du désastre du 4 juillet. Jean, Jenna et Caleb, oncle Pete, tante Martha, même Rebecca. Le message était simple, barbecue seconde chance, même côte, nouvelle attitude. Samedi, 14 h. La plupart d'entre eux sont venus, attirés par la curiosité, si ce n'est autre chose. Jean est arrivé le premier, portant un pack de 6 bières et la même chemise qu'il avait portée au dernier barbecue. Jenna est venue avec Caleb, qui avait l'air nerveux mais excité. Même oncle Pete a fait le trajet depuis Amarillo. Rebecca fut la surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne, étant donné à quel point la vie de sa fille avait implosé. Mais elle était là à 14h15, portant une salade de pommes de terre et une expression sombre qui suggérait qu'elle avait quelque chose à dire. Travis, dit-elle, posant le plat sur la table. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Je vous dois des excuses. C'était inattendu. Rebecca, non. Laissez-moi dire ceci. Je me suis trompé sur ce qui s'est passé. Quand Nicole m'a dit que vous aviez attaqué Derek sans raison, je l'ai cru. J'aurais dû mieux savoir. Vous protégiez votre fille. J'encourageais ses mauvais choix. Il y a une différence. La conversation fut interrompue par le bruit du camion de Derek entrant dans l'allée. Tout le monde se tourna pour regarder, surpris. Je ne l'avais pas invité, mais apparemment, quelqu'un lui avait parlé du rassemblement. Nicole sortit du côté passager, se déplaçant avec précaution en raison de sa grossesse maintenant évidente. Elle était à environ 5 mois, assez avancée pour ne plus pouvoir le cacher. Derek la suivit, ressemblant à un homme marchant vers sa propre exécution. Ça va être intéressant, murmura Jean. Ils entrèrent ensemble dans le jardin, mais leur langage corporel racontait la vraie histoire. Derek resta un pas derrière Nicole comme s'il était prêt à s'enfuir au premier signe de problème. Nicole garda les yeux baissés, son visage pâle et tiré. « Bonjour à tous », dit-elle doucement. Les réponses furent polies mais froides. Ces gens connaissaient Nicole depuis des années, l'avaient vue grandir, avaient célébré son mariage avec moi. La voir enceinte du bébé d'un autre homme avait déplacé leur loyauté d'une manière qui a probablement surpris tout le monde. « J'espère que ça ne vous dérange pas que nous soyons venus, dit Derek, essayant de paraître décontracté. Nous étions dans le quartier. En fait, dis-je, marchant vers le grill. Je suis content que vous soyez là. J'ai quelque chose pour vous. Je tendis la main vers la glacière à côté du grill et en sortis une enveloppe. Le visage de Derek devint blanc quand il la vit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Nicole. « Pourquoi ne l'ouvres-tu pas pour le découvrir » dis-je, tendant l'enveloppe à Derek. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il la déchirait. Il lut le contenu silencieusement, son visage passant du pâle au gris. Puis il leva les yeux vers moi avec quelque chose qui ressemblait à de la terreur.
Qu'est-ce que ça dit, exigea Nicole. Derek tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Il lui tendit simplement le papier. Nicole le lut une fois, puis encore, puis une troisième fois. Quand elle leva finalement les yeux, son visage était de la couleur des cendres. « Ça ne peut pas être vrai, murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jenna. Nicole regarda le cercle de visages, tous attendant une explication qu'elle ne pouvait pas donner. « C'est un autre test ADN, dit-elle finalement. Et, la pressa Rebecca. La voix de Nicole était à peine audible. Derek n'est pas le père non plus. Le silence qui suivit fut assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber dans le centre-ville de Tulsa. Derek retrouva enfin sa voix. C'est impossible. Nous sommes ensemble depuis des mois. Apparemment, pas exclusivement, dis-je. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda Nicole. Je sortis mon téléphone et leur montrai les photos que j'avais prises devant la maison de Maple Street. Celle de Derek avec la jeune rousse. Rencontré Amber, dis-je. 24 ans, travaille au Starbucks de Yale. Derek la voit depuis mars. Le visage de Derek se froissa. Nicole, je peux expliquer. Peux-tu, demanda-t-elle, la voix montant. Peux-tu expliquer comment tu as couché avec quelqu'un d'autre tout en me disant que tu m'aimais? Tout en me disant que nous allions commencer une vie ensemble? Ce n'était pas sérieux avec elle, dit Derek désespérément. C'est toi que je veux. Alors, de qui est ce bébé, hurla Nicole, tous les regards se tournèrent vers moi. Je pris une longue gorgée de ma bière, savourant le moment. D'après mes recherches, dis-je calmement, tu devrais probablement demander à ton coach personnel de la salle de sport du country club. Celui que tu voyais avant Derek. Nicole fit un son comme un animal blessé. Comment as-tu découvert? Les caméras de sécurité sont partout de nos jours, Nicole. Tu serais étonné de ce que l'on peut apprendre si on sait où chercher. Derek jeta sa bouteille de bière sur le grill avec assez de force pour la briser. L'explosion de verre et de mousse fit sursauter tout le monde. Sale fils de sorcière, hurla-t-il. Tu as tout organisé. Je n'ai rien organisé, dis-je calmement. Je vous ai juste laissé être vous-même. Le sifflement du grill devenait plus fort. Oncle Pet était déjà en train de composer le 911. Derek, dit Nicole, lui tirant le bras. Nous devons partir maintenant. Mais Derek était au-delà de la raison. Il se jeta sur moi, lançant des coups de poing désordonnés que j'évitais facilement. J'attendais ce moment depuis des semaines, et j'étais prêt. Je saisis son poignet alors qu'il balançait, lui tordis le bras derrière le dos, et le poussai face contre le garde-corps de la terrasse. Il tomba lourdement, le sang coulant de son nez. Reste à terre, le prévins-je. Mais Derek n'avait pas fini. Il se releva en se débattant et chargea de nouveau. Cette fois, il m'attrapa au milieu du corps et nous entraîna tous les deux vers le grill endommagé. C'est alors que le propane s'enflamma. L'explosion ne fut pas aussi spectaculaire que dans les films. Pas de boule de feu géante, pas d'onde de choc qui jeta tout le monde à terre. Juste un brusque souffle de flamme qui engloutit la zone du grill et envoya tout le monde se mettre à l'abri. Derek et moi étions les plus proches de l'explosion. La chaleur me roussit les poils des bras et me laissa le visage comme si j'avais pris un coup de soleil, mais nous réussîmes tous les deux à rouler pour nous éloigner avant que le feu ne fasse de réels dégâts. Bon sang, hurla Jean, tirant Rebecca loin des flammes. Tout le monde, reculait. Les pompiers arrivèrent 6 minutes plus tard, suivis de près par 2 voitures de police et une ambulance. Ils éteignirent l'incendie en moins de 10 minutes, mais ma nouvelle terrasse était noircie et le grill était une masse tordue de métal fondu. Derek était assis sur le trottoir, un ambulancier nettoyant le sang de son nez tandis que l'officier Martinez recueillait les déclarations des témoins. Son histoire ne cessait de changer. D'abord, il a affirmé que je l'avais attaqué sans provocation, puis que l'explosion était un accident. Ensuite, que je l'avais causée intentionnellement. Mon histoire n'a jamais changé parce qu'elle était vraie. Derek m'avait menacé, jeté une bouteille sur mon grill, et déclenché une bagarre qui avait entraîné des dommages matériels et des blessures corporelles. Monsieur Galt, dit Martinez après avoir interrogé tout le monde. Voulez-vous porter plainte? Je regardais Derek, qui était maintenant menotté après que l'ambulancier eut fini de soigner son nez. Il avait l'air pathétique, assis là dans sa chemise déchirée, du sang sur son col, sa réputation en ruine. Oui, dis-je. Toutes les plaintes.
Nicole était assise sur mes marches d'entrée, pleurant doucement tandis que Jenna essayait de la réconforter. Elle avait l'air perdue et brisée, une femme qui avait tout misé sur le mauvais homme et avait spectaculairement perdu. T'es ravi, appela-t-elle alors que la police se préparait à charger Derek dans leur voiture. Pouvons-nous parler? Je me dirigeai vers elle. De près, je pouvais voir à quel point le stress l'avait vieilli. Il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là 6 mois auparavant, et sa peau avait une teinte grisâtre qui parlait de nuit blanche et de mauvaise nutrition. « Qu'est-ce que tu veux, Nicole ?»« Je suis désolée, dit-elle simplement. Pour tout ça. Pour Derek, pour avoir menti, pour l'ordonnance restrictive, pour tout. Je sais que tu le hais. Penses-tu que nous pourrions un jour? Non, dis-je sans méchanceté. Nous ne pourrions pas. Elle hocha la tête comme si elle s'était attendue à cette réponse. Qu'est-ce que je vais faire? Débrouille-toi. Tu es une femme intelligente, Nicole. Tu trouveras un moyen. Le bébé n'est pas mon problème. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée, mais elle ne discuta pas. Nous savions tous les deux que c'était vrai. Derek fut chargé dans la voiture de police, protestant toujours de son innocence à quiconque voulait l'écouter. Alors qu'il s'éloignait, il pressa son visage contre la vitre et me fixa avec une haine pure. Je le fixai en retour jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Eh bien, dit Jean, inspectant les dégâts de ma terrasse. C'était intéressant. C'est un mot pour le dire, répondis-je. Les invités commencèrent à partir peu après. Rebecca me serra dans ses bras pour dire au revoir, ce qui me surprit. Oncle Pet promit d'appeler bientôt. Jenna fit monter une Nicole sous le choc dans sa voiture et s'éloigna sans rien dire de plus. À 18h, il n'y avait plus que Jean et moi, debout dans mon jardin en ruine, buvant de la bière et regardant les restes carbonisés de mon barbecue. « Tu as planifié ça, dit-il. Ce n'était pas une question. J'ai prévu d'exposer la vérité. Le reste a été le choix de Derek. Le test ADN qui a prouvé qu'il n'était pas le père, c'était vrai. J'acquiesçai. Je l'ai fait faire 2 fois pour être sûr. Il s'avère que Nicole a été plus occupée que quiconque ne l'avait réalisé. Jean secoua la tête. Cette fille a toujours été trop intelligente pour son propre bien. Elle pensait pouvoir jongler avec 3 hommes à la fois et les garder tous heureux. 4 hommes, corrigeai-je. Il y a aussi un certain Brad de son cours de yoga. Jésus. Nous restâmes dans un silence confortable pendant un moment, regardant les dernières volutes de fumée s'élever du grill détruit. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Jean. Maintenant, Derek va en prison un moment. Nicole va trouver comment élever le bébé de quelqu'un d'autre, et je recommence. Ça te semble aller? J'ai considéré la question, est-ce que ça allait? Mon mariage était terminé. Mon cousin était en prison. Et mon jardin ressemblait à une zone de guerre. Mais pour la première fois depuis des mois, je ressentais quelque chose qui approchait de la paix. Oui, dis-je finalement. Je pense que oui. Cette nuit-là, je m'assis sur mon porche avec une bière et regardais le coucher de soleil. Demain, je commencerai à nettoyer le désordre dans mon jardin. La semaine prochaine, je commencerai à chercher un nouveau grill. Le mois prochain, je recommencerai probablement à sortir avec quelqu'un. Mais ce soir, j'étais content de m'asseoir dans le calme et de profiter du fait que pour la première fois depuis juillet, personne ne me mentait. Mon téléphone vibra avec un SMS de ma sonne. Vu les nouvelles. Ça va? Je lui répondis, mieux que ça. Tu veux venir boire une bière? J'arrive. Je souris et pris une autre gorgée. Ça allait être une bonne soirée. Les gros titres du Tulsa World le lendemain matin étaient tout ce que j'aurais pu espérer. Un homme local arrêté après un incident de violence domestique entraînant des dommages matériels, et un entraîneur personnel inculpé dans le cadre d'une explosion dans un jardin. La photo d'identité judiciaire de Derek faisait la une de la section locale. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un petit joueur qui s'était dépassé et avait tout perdu. Les accusations portées contre lui étaient substantielles, agression, menaces terroristes, destruction de biens et violation d'un engagement de paix qui avait été émis après notre bagarre à la Baby Shower. Sa caution était fixée à 15 000 $, ce qui aurait aussi bien pu être 15 millions pour quelqu'un sans emploi et sans économie. Nicole essaya de réunir l'argent, mais sa mère refusa d'aider. Rebecca avait apparemment atteint sa limite avec les mauvais choix de sa fille.
Jenna créa une page GoFundMe qui rapporta exactement $37 avant qu'elle ne la retire par embarras. Derek passa 4 jours en prison de comté avant d'accepter un accord de plaidoyer, 6 mois de prison, 2 ans de probation et restitution pour les dommages à ma propriété. Il devrait également suivre des cours de gestion de la colère et effectuer des travaux d'intérêt général. Nicole lui rendit visite une fois pendant ces 4 jours. Selon les registres de visiteurs qui sont devenus publics, elle est restée exactement 11 minutes. La vérité sur la paternité du bébé fut révélée lors de l'audience de condamnation de Derek. Nicole avait été contrainte de se soumettre à des tests génétiques dans le cadre de l'enquête, et les résultats confirmèrent ce que j'avais su depuis le début. Le père était James Mitchell, un entraîneur personnel marié du Southern Hills Country Club. Mitchell déménagea rapidement en Arizona avec sa femme et ses 2 enfants. Plutôt que de faire face au scandale, il laissa derrière lui une lettre de démission et aucune adresse de réexpédition. Nicole était seule, enceinte, au chômage et, radioactive, dans la communauté professionnelle locale. Elle resta 3 semaines chez sa mère avant que Rebecca ne lui demande de trouver un autre endroit où vivre. Elle finit dans un studio du côté sud de la ville, le genre d'endroit qu'il loue à la semaine et ne demande pas de référence. Je la vis une fois au supermarché, se déplaçant lentement dans la section des produits frais avec un chariot qui contenait principalement des marques génériques et des articles à prix réduit. Elle me vit aussi, mais aucun de nous ne dit rien. Il n'y avait plus rien à dire. La compagnie d'assurance paya les dommages à ma terrasse et à mon grill, moins la franchise. J'utilisais l'argent pour construire quelque chose de mieux que ce que j'avais eu auparavant. Une terrasse plus grande, un fumoir de qualité professionnelle et un foyer pour les soirées fraîches. Je fis un autre barbecue 6 semaines plus tard. Cette fois, la liste des invités était plus petite, mais plus honnête. Jean, Mason, Oncle Pet et quelques gars du travail. Pas de drame, pas d'explosion, juste de la bonne nourriture et de meilleure compagnie. Mason apporta sa guitare et joua de vieilles chansons de Johnny Cash pendant que nous étions assis autour du foyer. Jean raconta des histoires du Vietnam qu'il n'avait jamais partagées auparavant. Je cuisinais les meilleures côtes de ma vie. Tu sais ce qu'il y a de drôle, dis-je en regardant le feu se consumer en braise. Quoi donc, demanda Mason. Je suis plus heureux maintenant qu'il y a 6 mois. Ma femme m'a trompé. Mon cousin a détruit ma propriété. Et mon mariage est terminé. Mais je suis en fait plus heureux. Ce n'est pas drôle, dit Jean. C'est la vérité. Parfois, il faut brûler l'ancienne vie avant de pouvoir en construire une nouvelle. J'y ai pensé en nettoyant plus tard. L'ancien Travis se contentait de vivre avec des mensonges, d'accepter les miettes d'affection que Nicole lui jetait, de faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Le nouveau Travis exigeait mieux, attendait l'honnêteté, refusait de se contenter de moins que ce qu'il méritait. C'était une leçon qui m'avait coûté tout ce que je pensais vouloir, mais elle m'avait donné quelque chose de plus précieux. Le respect de soi. Mon téléphone sonna alors que je chargeais le lave-vaisselle. Numéro inconnu, mais je reconnus le code régional. Austin, Texas. Travis. La voix de Nicole était petite et hésitante. Qu'est-ce que tu veux, Nicole? J'ai eu le bébé. Je ne dis rien. C'est une fille, 3,2 kilos. Elle est magnifique. Félicitations. Je l'ai appelée Emma, d'après ta mère. Cela me frappa plus fort que je ne l'avais prévu. Ma mère était décédée il y a 8 ans et Nicole avait été avec moi à travers tout ça. Le diagnostic, les traitements, les dernières semaines à l'hospice. Elle m'avait tenu la main aux funérailles et m'avait aidé à vider la maison de maman après. Pourquoi, demandai-je. Parce que c'était la seule mère que j'ai jamais vraiment eue, dit Nicole. Et je pouvais entendre les larmes dans sa voix. Parce que je voulais qu'une partie de ma fille soit liée à quelque chose de bien. Nicole? Je ne veux rien de toi, dit-elle rapidement. Je ne demande pas d'argent, ni d'aide, ni de pardon. Je voulais juste que tu saches. Comment tu te débrouilles? J'ai trouvé un travail dans une entreprise de télémarketing. Ce n'est pas grand-chose, mais ça paie les factures. Emma est à la garderie pendant la journée, et je m'occupe d'elle la nuit. On s'en sort. Bien. Derek m'a appelé la semaine dernière de prison. Il veut me voir quand il sortira. Vas-tu le faire? Non. J'en ai fini avec les hommes qui me mentent. Même si cela signifie que j'en ai fini avec les hommes tout court. Nous avons parlé pendant encore 10 minutes,
évitant soigneusement les sujets dangereux. Elle me raconta le premier sourire d'Emma, l'appartement qu'elle avait trouvé dans un meilleur quartier, les cours du soir qu'elle suivait pour terminer son diplôme. Je lui parlais de ma nouvelle promotion, de l'amélioration de la S. Hanté de Jean, du potager que je planifiais pour le printemps. Ce fut la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Travis, dit-elle alors que nous étions sur le point de raccrocher. Oui. Penses-tu que tu me pardonneras un jour? Je regardais par la fenêtre de ma cuisine la terrasse où tout s'était terminé, où Derek avait lancé cette bouteille et mis nos vies en feu. Les marques de brûlure avaient disparu maintenant, couvertes par du nouveau bois et une nouvelle teinture, mais je savais qu'elles étaient toujours là en dessous. C'est déjà fait, dis-je, et je réalisais que c'était vrai. Après avoir raccroché, je sortis sur ma terrasse et me tins là où se trouvait le grill. Le nouveau fumoir était plus grand, meilleur, plus efficace que ce que j'avais eu auparavant. Mais parfois, l'ancien me manquait, avec ses caprices, ses points chauds et ses rythmes familiers. Le changement était ainsi. Même quand il était pour le mieux, il y avait toujours quelque chose à pleurer pour ce que l'on avait perdu. J'ouvris le fumoir et vérifiai les côtes que je cuisais à basse température depuis 6 heures. Elles étaient parfaites. La viande était assez tendre pour tomber de l'os, le cercle de fumée profond et rouge. Personne ne me brûlerait 2 fois. C'était la promesse que je m'étais faite, et c'était une promesse que j'avais l'intention de tenir. Mais peut-être, juste peut-être, étais-je prêt à laisser quelqu'un essayer de me réchauffer à nouveau. Je sortis les côtes du fumoir et les posai sur la planche à découper pour qu'elles reposent. L'odeur emplit l'air du soir, riche, complexe et honnête. Demain, je recommencerai à zéro. Ce soir, je profiterai de ce que j'avais construit.